Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne, update lecture slash peut-être bookhaul, je sais pas trop parce que je pense que j'ai quand même pas mal de choses à lire sur mes lectures même si elles sont pas nombreuses. Et d'un autre côté j'ai acheté beaucoup de livres, donc j'ai pas envie de faire une vidéo qui fasse 1 milliard d'années. On verra si je vous fais le bookhaul en même temps, c'est la surprise pour moi-même actuellement. Mais voilà, dans un premier temps je vais vous présenter mes lectures du mois de juin qui vont en continuité avec ma palle du mois de la fantasy. Parce que moi je ne le mets jamais que sur un mois, je fais vraiment mai et juin ma palle. Et alors je m'attendais à lire beaucoup plus, mais vous allez voir que j'ai été freinée à un moment donné. C'est pas, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on s'y attend pas forcément. Voilà, je suis du coup un peu déçue de mon score final. C'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'ai eu quand même de très belles lectures, je tiens à le souligner, et une déception. C'est parti pour l'update. Alors, dans un premier temps, pas du tout dans le mois de la fantasy, mais bon, je me le suis acheté, du coup je l'ai lu aussitôt. Il s'agit du tome 3 de Sasaki Miyano, de Shuha Rusono aux éditions Akata, que j'ai énormément aimé là encore. Je suis amoureuse de toute manière de ces personnages et de cette intrigue. Je l'ai commencé en fait à cause de la version animée qui est excellente et qui est pépite, donc je vous la recommande à 100%. Je suis à jour dans les scans actuellement, j'attends le tome 8 ou le tome 9 je crois qui sort en juillet au Japon, donc je suis comme ça, j'attends mais vraiment très fébrilement. Et voilà, là c'est la version française, ça continue petit à petit. Le tome 4 est prévu pour août ou septembre, je me souviens plus. Mais voilà, là j'ai le tome 3 et c'est très cool, je suis très contente. Là ça va un peu plus vite entre guillemets. Parce que voilà, il y a Sasaki qui prend son courage à deux mains et qui va se déclarer à Miyano, et Miyano qui est là en mode ben je sais pas, à l'aide, au secours, sortez-moi de là. Et c'est très touchant, vraiment c'est une histoire très touchante avec des personnages vraiment hyper bien faits et hyper émouvants. Voilà, d'un autre côté il y a Sasaki qui voilà, prend son courage à deux mains, qui va se déclarer. Et voilà, qui derrière son attitude très solaire, très extravertie, cache quand même un peu de manque en confiance en soi. Hein. Vraiment, il a une petite faiblesse qu'on apprend à la découvrir au fur et à mesure des tomes. Et voilà, c'est très touchant de le voir voilà, comme ça. Allez, hop là, on y va, je vais dire à Miyano ce que je pense. Et voilà, on est là derrière lui en mode vas-y, c'est trop bien. Et ouais, donc Sasaki au top. Et Miyano de son côté qui est complètement paumé. Surtout qu'il y a tout le délire en fait avec Miyano qui lit des mangas voilà, yaoi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il va voir que des références à ces mangas et c'est pliant, vraiment, je les adore. Des fois, il est tout gêné, mais pour rien du tout, parce qu'il va s'imaginer une scène et... Voilà, c'est que du bonheur de découvrir Miyano comme ça, et je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour ce personnage parce que malgré ses doutes et ses réflexions qui sont justifiées, voilà, il va quand même prendre à cœur ce que va lui dire Sasaki et vraiment y réfléchir et y accorder beaucoup d'importance. Donc voilà, on pourrait croire que derrière son... Voilà, il a une attitude assez timide, il n'ose pas trop se mettre en avant tout ça. Au contraire, des fois il peut avoir une réaction très... comment dire, très, j'allais dire vivante, mais non, très spontanée, qui fait que des fois on est là en mode oh, il réagit comme ça et ça en fait quelqu'un de très humain. Donc vraiment que du bonheur de découvrir Sasaki et Miyano, voilà. Je sais comment ça va se finir, enfin comment ça continue, donc moi c'est que du régal et que du pur bonheur. Donc voilà, j'ai très hâte que ça passe un peu à la vitesse supérieure parce que c'est vrai que c'est assez lent. Mais bon, que voulez-vous, c'est des lycéens, c'est des japonais, je pense que c'est normal que ça prenne du temps. Mais voilà, que dans les prochains tomes, je sais qu'il y a des sujets quand même assez importants qui sont abordés comme, alors pas forcément le coming out, mais voilà, tous les liens avec la famille, tout ça, parce que Sasaki a une sœur aînée qu'on voit, qui va commencer à apparaître un peu souvent, et Miyano il va vraiment se confier à sa mère, enfin vraiment c'est très... Je spoil un peu, mais du coup voilà, il y a des problématiques qui vont s'installer, qu'il faut que... Voilà. C'est hyper bien, c'est hyper bien fichu. Donc voilà, si vous aimez ce genre de manga très doux, très lent, rafraîchissant, franchement foncez-y. Les scans sont disponibles en anglais si vous voulez pas l'acheter. Je sais pas si vous pouvez les trouver facilement en français sur internet, je suis pas trop sûre. Et après voilà, sinon vous avez la version animée qui reprend, je sais plus à quel tome elle s'arrête, peut-être au tome 6, si j'ai pas de bêtises, ou 5, ah je sais plus. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses adaptées comparé à voilà, la publication du manga.
Donc voilà, je vous encourage vivement à découvrir Sasaki et Miyano. C'est du pur bonheur, c'est du pur régal. Voilà, allez-y les yeux fermés, c'est génial. Ensuite, on va en parler de ma déception. Voilà, je me suis attaquée au tome 2 de Grisha, Siege and Storm il me semble, de Life Verdugo aux éditions Orion. Je l'ai lu en VO en anglais. Et si vous avez lu mon post Instagram dessus, je me suis sévèrement ennuyée. Voilà. Surtout que je m'y attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Je sais pas trop. Comme beaucoup de personnes, je me suis intéressée à Grisha à cause de la série Netflix. Même si j'ai lu Six of Crows il y a un petit moment et que case mais dans mon cœur à jamais. Là je me suis vraiment intéressée à Grisha à cause de la série. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que comparé à la série, il y avait quand même beaucoup plus de choses qui se passaient dans le livre, à mon sens, je parle bien. C'est pour ça que dans ma précédente vidéo, je disais que je savais pas trop comment ils allaient adapter sa saison 2. Parce que pour moi, il y a la relation Mal-Aliena qui a été un peu mal fichue dans la saison 1, alors qu'elle a beaucoup de place dans le tome 2 de la saga. Je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais bref, on verra bien. Pour en revenir à ma lecture du tome 2, franchement je m'attendais à ce que ça envoie du lourd et du pâté parce que dès les premiers chapitres c'est dynamique parce que on quittait dans le tome 1 Aliena et Mal qui fuyaient dans un bateau Ravka parce que le Darkline allait les poursuivre tout simplement. Et dès le premier chapitre en fait du tome 2, voilà, ils sont en fuite, il y a le Darkline qui les retrouve, il y a une baston sévère, enfin voilà, il se passe des choses dans les premiers chapitres, vraiment ça bouge, ils sont capturés, voilà, il y a le Darkline qui commence à les menacer, il y a un jeu de piste aussi avec tous les... Parce que dans le tome 1 c'était le stag, je sais pas comment ça se dit en français, le cerf, voilà, qui était un amplificateur. Dans le tome 2 c'est le serpent ou le dragon, je sais plus comment ça se dit, enfin c'est un truc avec des écailles. Et dans le tome 3 du coup ça sera l'oiseau, le phénix. Bref, là c'est une part de l'histoire que je vais pas vous spoiler. Mais voilà, il y a une chasse là aussi encore une fois un jeu de piste pour traquer un animal. Enfin vraiment les premiers chapitres ça envoie du lourd. Et puis après il se passe voilà, un événement que je vais pas non plus trop expliquer pour éviter de vous spoiler. Mais voilà, il se trouve que Mal et Aliena vont devoir retourner en Ravka un peu de force, mais bon, ils vont y retourner. Et à partir de ce moment-là, c'est plat. On s'ennuie sévère, j'ai envie de dire. Enfin, moi, pour mon avis personnel, je me suis sévèrement ennuyée dans ce tome 2. Voilà. Les premiers chapitres sont bien, la fin rattrape un peu, voilà, les 3-4 derniers chapitres voilà, qui là aussi sont très dynamiques et du coup ça rattrape un peu. Mais alors tout le milieu, je sais pas ce qui s'est passé dans l'intrigue, mais c'est d'un ennui, il se passe littéralement rien. Alors il y a un personnage qui est mis en avant dans ce tome 2 qui est Nicolas, je sais plus comment ça se prononce, qui a sa saga à lui après Six of Crows et qui a un personnage hyper cool, vraiment j'ai adoré ce personnage, heureusement qu'il est là parce qu'il rattrape le niveau, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que du coup le fait que ce personnage soit là amène une dimension toute politique vraiment à l'intrigue. Parce que c'est vrai qu'au début, voilà, Aliena elle est juste là en mode je veux fuir, je me retrouve de nouveau dans mon pays alors que je voulais pas. Bref, il y a toute une connotation politique à Nikolai qui est assez cool et assez bien fichue. Après le reste, je sais pas trop quoi vous dire en fait parce que c'était vraiment, mais vraiment bas comme niveau. C'est beau être du young adulte, j'ai beau le lire en tant que young adulte, c'est pour ça que j'ai mis des plombes à le lire. J'ai mis plus de 2 semaines à lire un livre de je sais pas combien il fait de pages parce que je l'ai en e-book, mais il doit faire quoi, 300 pages le livre. D'accord, je lis en anglais, je suis du coup un peu plus lente, je l'admets, mais plus de 2 semaines. Il s'est passé un truc, c'est tout, c'est que j'avais pas envie de l'ouvrir parce que je m'ennuyais et du coup je lisais à 2 à l'heure parce qu'il se passe rien, vraiment c'est... J'aimerais dire quelque chose de constructif. Qu'est-ce que la relation du coup Aliena-Mal que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, je l'aime beaucoup dans le tome 2, j'adore le personnage de Mal, il est hyper bien,
Alors certes il est niais, il a des réactions un peu excessives des fois, mais c'est un ado, il faut le comprendre, enfin voilà. Et puis il a la fille qu'il aime qui fait n'importe quoi, tu m'étonnes qu'il réagit n'importe comment. Donc oui, oui, je comprends, il y a des personnes qui disent que Mal il est insupportable, mais c'est parce que c'est Aliena qui est insupportable. C'est l'héroïne qui fait des choix mais de merde à chaque fois. Genre voilà, elle m'a saoulée. Je l'avais aimée dans le premier tome, même si là aussi c'est une ado, donc je me disais à chaque fois franchement cette réaction ça m'énerve un peu, je la trouve un peu puérile. Mais là dans le tome 2, je sais pas comment va évoluer la relation Mal et Aliena du coup dans le tome 3, parce qu'elle est quasiment en miettes. Et alors dans le début du premier tome, voilà, ils se soutiennent, ils sont à fond l'un derrière l'autre. Là il va y avoir une dissonance qui va se faire et c'est Aliena qui la met mais à 100%. Elle va se trouver des excuses en disant ah mais c'est parce que je suis The Sun Summoner, du coup machin couffin, on peut pas me voir traîner avec n'importe qui. Et c'est parce que Nicolas il lui dit aussi un peu, mais bon, elle fait littéralement ce qu'elle veut en fait. Elle a le pouvoir de ouf et elle va se rabaisser à chaque fois et prendre des décisions qui m'ont énervée. Et voilà, et Mal en pâtit énormément en fait. Et après elle s'étonne qu'elle soit toute seule. Bah tu m'étonnes, tu repousses tout le monde. Donc voilà, tu récoltes ce que tu sèmes ma grande. Donc voilà, ça... peut-être que je suis un peu virulente et en colère là, mais c'est juste que je suis vraiment déçue. Je pense qu'il y avait quand même matière à faire. Donc je sais pas comment va être le tome 3 clairement. Mais voilà, le tome 2, bah, j'en ressors très très déçue parce que je m'attendais à beaucoup. En plus, au côté relation Mal et Aliena, je pensais que ça allait du coup prendre un peu plus d'ampleur et d'importance tout ça. Et non, après bon, il y a la partie Darkline. Alors le Darkline il est là au début, il est là à la fin. Au milieu il fait quelques petites apparitions qui durent 30 secondes. Sinon il est pas là, donc je peux même pas dire ce que je pense du Darkline, on le voit pas. Donc voilà, il est toujours aussi machiavélique. Et puis après à la fin du tome 2, il y a une petite scène qui dévoile quand même ses faiblesses, qui font que voilà, il y a un peu, le personnage est un peu plus approfondi, il est pas que invulnérable et que méchant. Mais sinon voilà, c'est je sais pas trop quoi vous dire de plus. Après il y a deux personnages secondaires qui en plus de Nikolai vont aider Aliena dans, je sais pas, dans sa quête un peu. Enfin voilà, c'est ses gardes du corps, je sais même pas trop à quoi ils servent les deux, si ce n'est à garder Aliena en fait, et encore ils réussissent pas à chaque fois. Après il y a une dimension en plus politique religieuse qui se met en place, parce que Aliena va être élevée par la population au rang de sainte, et du coup bon ça va être en plus voilà, du poids du Sun Summoner, du fait qu'il faut qu'elle détruise le Fold, il va y avoir tout un, comment dire, un poids religieux sur ses épaules qu'elle ne veut pas et qu'elle n'accepte pas, et je comprends tout à fait. Ça tourne quand même beaucoup autour de ça, de la manière dont le peuple l'élève voilà, en tant que dieu presque. C'est assez ouf je trouve. C'est peut-être la dimension qui va être un peu plus expliquée dans le tome 3 vu la fin du tome 2. Donc voilà, je pense que c'est le seul point positif que je ressors avec Nikolai. Sinon le reste, voilà, je me suis ennuyée. Mais vraiment, heureusement que je l'ai lu en anglais, parce que en fait c'est ça qui m'a poussé à le finir, à le lire, c'est parce que je voulais lire en anglais. Donc je l'ai lu jusqu'au bout, parce que voilà, ça m'a éclaté de lire en anglais. Mais je l'aurais lu en français, je l'aurais abandonné. Vraiment, pour tout vous dire, je trouvais pas du tout l'intérêt de continuer. Donc voilà, c'est juste que je me suis mis le challenge de le lire en anglais, et je me suis régalée à le lire en anglais. Mais alors sinon en lui-même le livre il est pas ouf quoi. Et alors oui, c'est beau, il y a du young adulte, c'est pas du ouais non, non, c'est pas assez non, c'est pas assez à mon goût. Donc bref. Après pour ceux qui veulent le lire du coup en anglais comme moi, le niveau d'anglais n'est pas, voilà, c'est du young adulte, donc vous attendez pas de la fantasy pure et dure. Après si c'est votre premier livre en anglais, je dirais d'essayer quelque chose d'un peu plus jeunesse comme Harry Potter, tout ça, parce que là quand même il y a du vocabulaire un peu plus travaillé entre guillemets, mais voilà, ça se lit. Franchement, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour lire Grisha. Après voilà, après moi j'ai l'avantage de lire sur liseuse, donc des fois il y a un mot que je sais pas ce que ça veut dire, je clique dessus, il me met une définition en anglais pour me dire voilà ce que c'est, je comprends. Sinon il y a le truc de traduction, et bon le truc de traduction il est un peu claqué au sol sur la Kindle. Donc bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Grisha.
Je vais lire le tome 3 parce que là pareil aussi je veux le lire en anglais, donc c'est me mettre un peu un challenge là aussi. Mais bon, après en soi, lisez Six of Crows en fait. C'est 1000 fois mieux, c'est 1000 fois mieux. Et je comprends les gens qui disent qu'ils sont déçus de Grisha après avoir lu Six of Crows, parce que quand même Six of Crows, et alors il y en a qui n'ont pas aimé Six of Crows et je comprends tout à fait, mais ça reste quand même nettement plus travaillé Six of Crows, ça envoie un peu plus du lourd, hein, parce que là, je sais pas si c'est le fait que dans Six of Crows on s'intéresse à plusieurs personnages, à plusieurs points de vue, et que dans Grisha on a uniquement le point de vue d'Aliena voilà, qui me... J'ai même plus de sympathie pour elle en fait, elle m'a tellement énervée. Même la fin où elle fait son espèce de plan pour défaire le Dark Line, sur le coup je me suis dit j'ai envie de la claquer. Et même si voilà c'était une ruse tout ça pour parvenir à cette fin, j'avais même pas envie d'applaudir son intelligence, j'avais juste envie de la claquer toujours. Donc bon, on verra comment ça se passe le tome 3, je vais décanter le tome 2 d'abord. Et après je m'attaquerai au tome 3, mais ouais, d'abord il faut que je m'en remette de cette déception parce que bon, voilà. Après je sais pas si je m'intéresserai, comment dire, c'est quoi, c'est King of Scars, la saga de Nikolai, je sais pas trop. Je verrai en fonction de la fin de Grisha. J'aimerais bien quand même le lire peut-être parce que j'avais beaucoup aimé Nikolai. Donc bon, on verra, là n'est pas la question. Mais voilà, grosse déception pour Grisha et c'est ça qui m'a fait que j'ai mis des plombs à le lire et que j'ai pas du tout avancé dans la palle parce que je lisais rien à côté, je lisais que Grisha et à chaque fois je disais ah bon. Et bien on avance dans Grisha, que voulez-vous, je mettais des plombs à lire un chapitre, je vous jure. C'est fini et voilà, à bientôt pour le tome 3 mais pas de suite non plus. Ensuite, après la catastrophe qu'avait été Grisha, il fallait que je me plonge dans un livre valeur sûre, vraiment que je savais que j'allais adorer. Du coup, voilà, je me suis dépêchée de lire Malfaiteur du Paris des Merveilles de Pierre Pével, Charlie Eriksen, Irène Korsakinov, Anaïk Lequelec, Tiffaine Levillain, Bénédicte Vizier, aux éditions Brajlon, que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé. Pépite, franchement, lisez le Paris des Merveilles, lisez-le, je vous en conjure, vous allez adorer, c'est obligé. Je connais personne qui n'a pas aimé le Paris des Merveilles en fait, c'est du pur bonheur et du pur régal. Lisez le Paris des Merveilles, c'est trop bien. Je vous recommande quand même de lire les 3 tomes, voilà, les 3 premiers tomes initiaux avant de vous attaquer aux hors-série, parce que quand même il y a des personnages qui viennent des livres et il y a des anecdotes, des petites histoires, ça serait dommage de passer à côté. Mais pour en revenir à Malfaiteur du Paris des Merveilles, je me suis régalée, franchement, j'ai adoré chacune des nouvelles en fait. Alors pour en revenir après à chacune d'entre elles, il y en a une de Pierre Pével du coup, Un gnome pour un autre. Alors j'ai préféré celle qu'il avait écrite dans le premier hors-série parce que là, alors j'ai bien aimé parce qu'il met en avant un trio qu'il a créé dans une BD, si j'ai pas de bêtises, Les Artilleuses. Et c'est vrai que moi je me suis pas du tout intéressée à sa BD, du coup c'était une pure découverte. Et j'ai beaucoup aimé ce trio, comment dire, qui fait tout exploser. Vraiment, clairement, c'est des bombes atomiques les 3. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé cet aspect vraiment. Alors pour en revenir vraiment plus en détail, c'est vrai que du coup là on est du côté des méchants, des malfaiteurs, clairement, du Paris des Merveilles. Et ça donne à l'univers quand même un côté un peu plus sombre, un peu plus mature. Parce que même si dans les tomes initiaux du Paris des Merveilles, voilà, on a Isabelle qui est un peu voilà, dans les cambriolages, elle vole beaucoup, tout ça. Ça apporte du coup une dimension intéressante au récit. Mais c'est vrai qu'en général, on est les méchants contre les gentils. C'est les gentils qui gagnent. Le Paris des Merveilles ici, c'est tout beau, c'est tout resplendissant, c'est tout blanc. Alors que là, bah, du coup, c'est dépeint quand même un univers, un Paris des Merveilles du coup plus sombre. Et c'est très intéressant, ça apporte vraiment beaucoup de cachet à l'univers que je trouve là encore une fois grandiose. Donc voilà, c'est assez émouvant. Il y a une nouvelle qui m'a particulièrement émue, voilà, sur le Paris des Merveilles, comme quoi ben voilà, il y a encore des bidonvilles, voilà, tout n'est pas beau dans la capitale. Et voilà, donc c'est très bien fichu, c'est très bien fait. Mais donc voilà, pour en revenir à la saga du Pierre Pével, c'est vrai que il garde cette, comment on dit, cette patte que certes ce sont des malfrates. Elles font des cambriolages, voilà, elles sont pas tendres, elles ont quand même un bon fond, elles sont quand même gentilles, voilà, c'est des personnes qui vont quand même aider autrui. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup du Père Pével dans le Paris des Merveilles et qui va beaucoup régaler. Mais c'est vrai que comme première nouvelle, je m'étais dit, oh, on va rentrer un peu plus dans le dur quand même, moi je veux des vrais méchants, je veux que ça se batte.
Et voilà, donc c'est peut-être, je dirais pas ma déception générale, mais c'est vrai que tout est un peu quand même gentil et tout finit bien, vraiment dans chacune des nouvelles. Donc bon, à voir comment ça se passe dans Enquêteur du Palais des Merveilles, parce que là je pense que ça va être de la dimension policière du coup. Mais voilà, très très cool, très belle nouvelle de Père Pével, même si j'avais préféré sa toute première de Contes et Récits du Palais des Merveilles. Ensuite, on a Alice au Paris des Merveilles de Charlie Eriksen, que j'ai beaucoup aimé là aussi. C'est Alice du coup qui, comment dire, elle a une réputation de malfrate, mais sous les traits d'un homme. Du coup, il y a tout un travail de déguisement et de travestissement, ça se dit, je sais pas, qui est très intéressant. Il y a Isabelle qui fait une petite apparition en mode coucou, je te connais, et c'est très très cool. Il y a toute la dimension, comment dire, rivalité entre c'est Edison, il me semble, et Tesla sur l'électricité, tout ça de l'époque, et c'est très très cool à suivre. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage là. Le personnage d'Alice, vraiment, je l'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'est elle sort, voilà, elle veut sortir de la mouise, elle est hyper indépendante, elle est hyper cool, vraiment, il y a avec son petit chat il est un peu bizarre qui la suit, vraiment hyper cool à suivre. Et ce qui est rigolo, c'est que il y a dans plusieurs des nouvelles une aversion pour la magie, pour les fées, pour l'outre-monde en général de certains personnages, qui est assez bien décrit je trouve dans ce tome, parce que voilà, c'est... Je dirais pas qu'ils remettent tout en cause du jeu de l'outre-monde, comme quoi c'est ça l'origine de leur malheur, c'est à cause d'eux que voilà ils sont dans la merde, tout ça. Mais c'est vrai qu'ils accordent une méfiance envers la magie, les mages et l'outre-monde en général, qui est assez intéressante et assez bien soulignée. Notamment du coup Alice qui veut absolument pas utiliser de magie, rien du tout. Même quand elle doit s'allier à un mage, elle est là en mode non, tu ne feras pas de magie sur moi, c'est pas possible. Donc voilà, c'est hyper bien foutu, hyper cool. Donc j'avais beaucoup aimé. Ensuite, il y a de Irène Karsokisok, le gang du chat noir, que j'ai bien aimé pour, comment dire, j'ai oublié, la dimension artistique. Voilà, là c'est l'histoire de, comment dire, je sais plus comment il s'appelle, qui fait de la peinture avec de la magie. Et comment dire, qui va être impliqué dans une enquête de trafic de tableaux, tout ça. Je l'ai bien aimé. Après, il me manquait cette, comment dire, cette empreinte malfaiteur en fait. Là, je pense que cette nouvelle, je l'aurais plutôt retrouvée dans Enquêteur pour le coup, parce qu'il y a toute la dimension de police. Il n'y a pas trop la dimension malfaiteur, mais elle est cool. Je l'ai bien aimée. Ensuite, il y a Gris Souris de Anaïg Le Quélec avec Clémentine, je crois l'héroïne, que j'ai pas... Enfin, elle est cool, hein, elle est vraiment cool, mais je l'ai trouvée comme celle d'avant un peu en deçà des autres, mais c'est peut-être parce que je me suis pas trop attachée au personnage principal. J'ai beaucoup aimé qu'il y a Azincourt, vraiment j'ai adoré l'apparition d'Azincourt, énorme. Alors je sais pas trop ce qu'il foutait là, mais vraiment de pure merveille de retrouver le chat de Griffon, à défaut d'avoir Griffon, donc vraiment très très cool. Il y a une apparition aussi d'un personnage qu'on a retrouvé dans les autres tomes, je vais pas citer le nom, mais vraiment très très cool. Mais en soi, alors j'ai bien aimé que, comment dire, il y a la héroïne du coup, Clémentine, qui a une prothèse à sa jambe, du coup elle est infirme et elle a du mal à se déplacer. Et voilà, il y a cette dimension où on va lui offrir une paire d'ailes. Et voilà, il va y avoir voilà, toute une histoire de vol, tout ça qui va se faire. Mais je l'ai trouvé assez influençable pour le coup et pas trop mature pour son âge. Après voilà, c'était cool, j'ai aimé le mot de fin, vraiment la décision qu'elle prend à la fin. Donc franchement, elle est cool, mais je l'ai trouvé un peu moins, comment dire, adulte en gros que Alice au Paris des Merveilles ou que celle de Pierre Pével. Mais elle est très cool. Après, il y a celle de Tiffaine Le Vilain, Savant Larsin, qui c'est elle qui m'a beaucoup émue parce que c'est vrai qu'on suit un garçon qui vit dans les bidonvilles de Paris avec son père, son frère et sa mère. Son père est malade comme un chien, du coup il doit rejoindre les deux bouts avec son frère pour essayer de lui trouver un traitement. Et voilà, il y a une dimension de gang là qui est mise en place avec, voilà, je sais plus comment il s'appelle le héros, mais voilà, il est second dans un gang. Voilà, il va devoir faire un choix entre sauver sa famille ou sauver son gang. Et ça s'est bien fichu. Il m'a beaucoup aimé ce personnage parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de haine en lui, beaucoup de colère, notamment via l'outre-monde et la magie. Comme quoi, voilà,
eux ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais à côté il y a mon papa qui crève. Donc voilà, c'est assez émouvant, c'est assez touchant. Ça prend au trip, je l'ai beaucoup aimé. Il y a une apparition de Marie Curie aussi, donc qui est très très cool à suivre. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment cette nouvelle, je crois que c'est ma coup de cœur. Vraiment celle-là, avec celle d'après. Et je viens de capter pourquoi je l'avais bien aimée, c'est parce que elle a écrit aussi dans celui d'avant. Hein. Ouais. Si vous vous souvenez de mon précédent update de lecture, j'avais énormément aimé une enquête d'Étienne Tiflo, détective changelin de Bénédicte Vizier. Et là, bah, pareil, c'est une nouvelle coup de cœur aussi, pareil, de Bénédicte Vizier, le Myosotis. Je l'ai adoré, je m'y attendais tellement pas, je crois qu'elle a beaucoup aimé le personnage d'Étienne Tiflo, parce que du coup, là, c'est l'histoire de son frère. Parce que c'est un changelin lui aussi et qui lui a embrassé la carrière d'acteur, voilà, il est au Moulin Rouge, tout ça, et c'est très très cool, vraiment pépite. Alors il se retrouve du coup derrière les barreaux pour une raison que je vais pas citer, mais voilà, et du coup il est libéré par comment dire, un gang de malfrats un peu et c'est très très cool. Ça apporte aussi une consonance LGBT parce que du coup le Myosotis, je sais plus c'est quoi son vrai nom, au frère de Tiflo, c'est Roland je crois, ouais Roland, et voilà, il est gay en fait, et c'est vrai que c'est assez touchant de voir du coup comment était traitée l'homosexualité à cette époque là. Parce que c'était pas la joie, et ouais, là c'est quand même une personne très fleur bleue, hein, c'est ouf, donc vraiment hyper touchant, et voilà, qui montre qu'on peut être gentil et à la fois voilà, commettre des méfaits, notamment via le personnage alors je sais plus comment il s'appelle, mais la chatte qui va les suivre, la chatte ailée qui est pépite là aussi. Franchement j'ai énormément aimé je pense que ouais, j'adore Bénédicte Vizier. Je sais pas si elle a écrit des livres elle toute seule, je sais pas si elle est là-dedans aussi. Elle y est ou pas? Non, elle y est pas. Ah c'est dommage, elle y est pas dans Enquêteur du Paris des Merveilles. Ah non, je suis déçue. Bref, là n'est pas la question, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé chacune des nouvelles, avec voilà, coup de cœur pour Savant Larcin et le Myosotis de Bénédicte Vizier. J'ai beaucoup aimé aussi Alice au Paris des Merveilles. Vraiment de toute beauté, j'adore, j'aime beaucoup, donc voilà, je n'ai rien de plus à vous dire là-dessus. Les nouvelles sont ouf, les auteurs voilà, apportent quelque chose de nouveau, et au Paris des Merveilles qui est hyper bien, voilà, une dimension vraiment qui le rend à chaque fois un peu plus réel à mon sens. Et vraiment j'adore, si je devais me réincarner dans un monde, mais laissez-moi dans Paris des Merveilles en fait, je veux y aller. Donc très très gros coup de cœur. Et heureusement, parce qu'après Grisha il me fallait quelque chose comme ça. Donc je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Il est de toute beauté. Lisez le Paris des Merveilles. Allez-y, faites-moi plaisir, lisez le Paris des Merveilles. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vais pas vous faire le book haul parce que là je viens de voir les rushs, c'est pas possible. Donc je vais m'arrêter là. Le book haul sera pour la semaine prochaine. Je suis hyper contente vraiment de vous avoir parlé de mes lectures de juin, même s'il y en a une qui est pas très glorieuse. Mais bon, au moins j'en ai parlé, j'ai vidé mon sac. Voilà, j'attends vos avis en commentaire, je suis très friande. Et puis voilà, donc j'ai rien d'autre à vous dire de plus. J'espère que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi, un très bon week-end, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!